Thierry Vasseur imagine et conçoit des parfums. C'est un né. Après avoir appris le métier de parfumeur à 19 ans en Suisse, il travaille ensuite pour Dior, Calvin Klein ou encore Lancôme. Son premier parfum, il l'achète à 13 ans. C'est un ami de sa mère qui le portait. Thierry trouvait cette odeur virile. Un univers s'ouvrait à lui. C'était un parfum de la maison Guerlain. En France, seules quelques grandes marques comme Hermès ou Chanel ont leur parfumeur maison. Les autres sous-traitent à des groupes de chimie internationaux. Guerlain est la seule maison qui a des nez qui portent le nom du fondateur depuis 1828. C'est le plus ancien parfumeur français. Ce sont les pionniers du luxe, les inventeurs de la parfumerie française. Une dynastie de parfumeurs. Jusqu'en 2007, seul un Guerlain pouvait tenir la place de nez dans cette maison fondée il y a 184 ans. Ça me plaît bien pourtant. Thierry Vasseur est le premier parfumeur maison à ne pas porter le célèbre patronyme. J'ai une famille toute minuscule. Donc j'ai trouvé une famille adoptive, si on veut, avec une histoire incroyable. Je ne me suis pas simplement identifié à eux, à leur maison presque bicentenaire, à leur technique d'écriture de parfum. Une odeur est une composition odorante plus ou moins persistante émise par une plante, un animal, un champignon ou un environnement. Les parfums sont des messages chimiques ou biochimiques. La première étape dans la conception d'un parfum, c'est la sélection des matières qu'on va choisir pour le composer. Thierry est en train de sélectionner les ingrédients de sa prochaine création. C'est fou ce que sent le cassis ici. Faire des nouveaux parfums, c'est bien, mais vous devez continuer à fabriquer les classiques de la maison. Et c'est ça qui est émouvant dans la 5e génération qui n'est pas de la famille. Le talent de Thierry Vasseur, c'est son savoir-faire. C'est d'être né. Il sait retrouver les essences utilisées, les accords emblématiques de la marque, orientales, florales ou boisées, inventées pour certains il y a plus d'un siècle. Plus de 800 parfums ont vu le jour depuis que le fondateur Pierre-François Pascal Guerlain, né en Picardie, a créé l'enseigne en 1828. Il est né à Abbeville en 1798 et visiblement c'était d'après les écrits et les correspondances qu'il peut avoir avec sa mère, il semble être un jeune homme assez impétueux, assez aventureux aussi. Et donc il va décider de partir à 19 ans pour sillonner la France et l'Europe. Donc il est engagé par une grande maison de parfumerie de l'époque comme commis marchand. Et c'est donc par le biais de ce premier métier qu'il connaît le métier de la parfumerie. À l'époque où il s'installe, à l'hôtel Meurice, on a encore ces grandes dynasties de parfumeurs héritiers de l'Ancien Régime. Et Pierre-François Pascal Guerlain, il est d'un milieu artisan, mais il n'est pas du tout d'un milieu de parfumeurs. Donc c'est un nouveau venu qui va attirer très vite les foules. Mais il ne faut pas oublier qu'au tout début, c'est une échoppe, son magasin. Mais ce n'est pas du tout cet empire que va devenir la maison Guerlain. C'est vraiment tout petit. Le fondateur invente aussi des cosmétiques, des soins révolutionnaires pour l'époque, comme la crème à la fraise qu'il fait livrer en calèche à l'impératrice Sissi, ou à la graisse d'ours pour éclaircir le teint. En maquillage, il conçoit le premier bâton de rouge à lèvres. Chimiste, il confectionne des savons avec du blanc de baleine, parfumés aux essences naturelles de rose ou de jasmin. Il fabrique aussi des vinaigres de toilette, encore très prisés au XIXe siècle. À l'époque de Pierre-François Pascal Guerlain, on est en plein dans la seconde restauration, donc c'est la période de Charles X. La savonnerie est le laboratoire d'essai de la parfumerie. C'est-à-dire qu'en fait, on applique toutes les premières innovations d'abord à la savonnerie et ensuite on les récupère en parfumerie. Les savons qu'on appelait en 1828 et ensuite jusqu'en 1940 Sapocchetti avaient cette forme-là.
Et on découvre aussi avec ces boîtes tout un florilège de noms. Par exemple, des noms assez particuliers, même un peu iconoclastes, comme la laitue vireuse. Mais également des gammes de savons aux senteurs des parfums de la maison. Vous avez l'héliotrope. L'héliotrope qui était vraiment un accord fétiche, puisqu'on a eu plusieurs parfums à l'héliotrope. Sa particularité par rapport aux autres parfumeurs, c'est qu'on dit qu'il comprend bien les personnalités et qu'il sait déjà créer un parfum qui s'accorde bien avec la personnalité. Et même aussi, il fait des parfums pour des fêtes, pour des pièces de théâtre. Et là encore, on lui reconnaît cette aptitude quasi psychologique, en fait, de comprendre et de transcrire au travers d'un parfum. Pierre-François Pascal Guerlain, à ses débuts, crée des parfums personnalisés pour une seule jolie femme ou juste pour un soir. Honoré de Balzac lui commande une eau de toilette avant d'entreprendre l'écriture d'un de ses romans. Le succès grandit et s'affirme. La fabrique de sa petite échoppe rue de Rivoli est remplacée par une première usine, place de l'Étoile. Je crois que ça n'était même plus Paris, là. C'était la barrière de l'Étoile. Donc il fallait un permis pour aller de l'usine jusqu'à la rue de Rivoli. Il fallait donc payer une douane, ce que l'on appelait autrefois l'octroi, pour traverser les Champs-Élysées. Sylvie Guerlain, descendante de Pierre-François Pascal, est la mémoire de la famille. Pour moi, mon rôle, c'est de prendre le plus d'objets possible, intéressants, de connaître l'histoire, dans quel contexte ça a été fait, et voilà, de rappeler l'époque avec ce que les gens faisaient. Grand-père et ma grand-mère, au Ménul. Celui-là, c'est Jean-Marie Faria. Elle collecte également des flacons et des pots anciens, aussi bien de parfums que de soins. Au début, le parfum, c'était plutôt des eaux faites à la base d'une seule matière, si vous voulez. C'était des extraits de fleurs ou des extraits de plantes pour la santé. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ça puait dehors, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'ai aussi des gouttes parfumées qu'on mettait sur un mouchoir quand vous étiez dehors et que ça sentait tellement mauvais, vous mettiez ça sous le nez. Des savons, des vinaigres de toilette, Pierre-François Pascal Guerlain fabrique également des huiles pour les muscles et des lotions balsamiques pour se désinfecter. À son époque, on se parfume différemment. C'était quelque chose qui était tout à fait indécent de se parfumer dans la journée. La journée, on utilise une eau de Cologne, une lotion végétale. Et donc, la femme du monde ou l'homme élégant réserve le parfum pour les grands soirs, pour les sorties au théâtre, les bals, mais c'est tout. Et encore de façon très discrète. La parfumerie est marquée par son lien direct avec les fonctions vitales. D'après une légende, les parfums primitifs auraient été pensés comme un principe équivalent au sang. J'aimerais sentir 2 ou 3 trucs parce que comme ça pique le nez du patron... Concevoir un nouveau parfum est un exercice aussi rigoureux que précis. Il faut assembler parmi une centaine de références les odeurs qui vont se répondre ou se compléter, se sublimer ou se marier. L'espace qu'il y a entre ma tête et le flacon, parfois, c'est des années. C'est pas ça. Ils vont me rendre dingue. Dans son laboratoire, Thierry Vasseur, pour sa nouvelle composition olfactive, cherche à extraire le côté piquant d'un des composants de ce prochain parfum. Sors-le de la base. On sort l'Iralia de la base. C'est ici que je réalise le rapprochement de ces deux faits, l'idée de départ et ce qui rentre in fine dans un flacon. On leur dosera. Parce qu'il est violent, hein. Le liquide de ce flacon est un échantillon que Thierry teste. La base de son futur parfum contient 7 essences, dont l'assemblage exhale trop l'une d'entre elles. Ça peut être une matière qui sort et qui est sèche et qui pique le nez des deux personnes qui vont dire que ça piquait le nez. Ou alors une association, et là, tout est extrêmement empirique. Est-ce que c'est le patchouli tout seul qui est trop dosé? Est-ce que c'est l'encens qui sort tout seul et qu'il y a ce côté peut-être un peu sec? Ou est-ce que c'est l'association des deux?
Ou est-ce que c'est cette note un peu iris qui participe à la sécheresse, mais pour moi donne un côté poudré? Je ne sais pas. Donc de toute façon, le meilleur moyen, c'est toujours la même chose. Moi, je sais pas. Là, c'est amusant, je suis coincé. Le parfumeur sent et ressent les essences dans les fioles, sur des mouillettes, teste et reteste les préparations sur sa propre peau. Rien ne le rebute pour détecter les bonnes notes qui vont faire une fragrance. L'idée, au départ, c'était une espèce de rêverie, on dira, que j'ai couchée sur papier. C'est une idée que j'ai eue il y a un mois, quoi. Donc on a fait 39 essais pour l'instant. Enfin, quand je dis on, j'ai réfléchi 39 fois et puis Fred, il a pesé 39 fois. Mais c'est vraiment les prémices. Le cassis, il n'est pas dans la Pour base. Thierry comme pour ses prédécesseurs, certaines compositions maison ont nécessité des centaines d'essais, parfois sur plusieurs années. On nous appelle des nez, mais enfin, j'espère quand même qu'il y a autre chose que juste le nez, il y a quand même au moins un bout de cerveau. Et puis, je pense que l'outil le plus mis à contribution ici, c'est une forme d'imagination dans l'abstraction. En 1842, le succès du parfumeur Pierre-François Pascal Guerlain est tel qu'il doit quitter la boutique de la rue de Rivoli pour un autre quartier parisien. On voit encore une fois ses qualités de visionnaire, parce qu'il va installer sa boutique rue de la Paix. Alors aujourd'hui, la rue de la Paix, c'est le comble du chic, mais à l'époque, c'était la chaussée la plus mal pavée de Paris, comme on disait. C'était juste avant les travaux du baron Haussmann. Et en plus, c'était un lieu assez dangereux, puisque la place Vendôme était davantage un lieu de rassemblement populaire et de manifestation, si vous voulez, que la place des joailliers et du luxe. En 1853, il offre à l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, son eau de Cologne, qu'il présente dans un flacon qu'on appelait le flacon aux 69 abeilles. Les abeilles, bien sûr, sont une allusion à l'Empire, et comme l'impératrice en est très heureuse et qu'elle apprécie beaucoup cette eau de Cologne, elle va nommer Pierre-François Pascal fournisseur attitré de l'impératrice. Et ça, c'est énorme, parce que, si vous voulez, ça vous assure vos exportations dans toutes les cours étrangères. Il a été le fournisseur de la dernière reine de France, Marie-Amélie. Donc, c'est un label qui est très recherché et qui va fonder la réputation de Guerlain sur un angle international. Toutes les grandes cours d'Europe réclament alors leur création personnalisée. Ce parfum, créé donc en 1853, existe encore aujourd'hui. L'eau de Cologne impériale est fabriquée comme à l'époque de Pierre-François Pascal. En tant que fils d'artisan, il va très rapidement intégrer ses fils dans l'entreprise, puisqu'ils reprennent le flambeau véritablement en 1862 et ensuite en 1864 à la mort de Pierre-François Pascal Guerlain. Donc il travaille avec Gabriel, qui sera davantage aux affaires, et il va travailler avec Aimé, qui, d'après ce qu'il peut remarquer, a plus de dispositions vers la création. Fils aîné du fondateur, Aimé Guerlain va concevoir une vingtaine de senteurs. Son grand succès, c'est ce parfum créé à 55 ans pour l'exposition universelle de 1889. On peut même faire un parallèle avec la Tour Eiffel, élevée la même année, en 1889, qui est une architecture métallique du baron Eiffel et qui va totalement déconcerter ses contemporains, au point qu'il y aura eu des pétitions d'ailleurs pour faire détruire cette tour. Et puis finalement, par négligence, on ne la détruit pas et aujourd'hui, elle est un symbole. Cette fin du XIXe siècle voit l'avènement d'innovations techniques et révolutionnaires comme le téléphone et l'électricité. Aimé Guerlain, homme de son temps, innove lui aussi avec audace. Jiki est considéré en 1889 comme le premier parfum moderne. Jusque-là, les matières utilisées dans la parfumerie sont exclusivement naturelles. Aimé Guerlain est le premier parfumeur à utiliser des matières de synthèse, des essences fabriquées chimiquement. Une véritable découverte scientifique dans l'univers du parfum. Ça a donné l'ouverture à l'abstraction dans la parfumerie. Et puis une des premières qu'il ait utilisées, je vois qu'il y a une solution ici, c'est la coumarine. Aimé Guerlain, d'ailleurs, pour
parler des matières de synthèse, va utiliser le mot tuteur invisible. Il n'ose pas avouer qu'il a utilisé la coumarine. Ça sent quoi la coumarine justement? Ben, ça sent un petit peu le foin coupé, le tabac. Bon, là, je suis sûr que ça sent plus rien. Ah si. Aimé Guerlain laissera la propriété exclusive à son frère Gabriel, qui a 2 fils. Et c'est le cadet Jacques qui prend la succession. Jacques est la 3e génération des créateurs Guerlain. C'est l'orgue de Jacques Guerlain qui est là. Ce sont encore les flacons qu'il utilisait pour faire ses pesées. Et tout à l'heure, je sentais 2 ou 3 essences, et c'est quand même assez amusant de voir que elles sont toujours là. L'esprit de la lavande, là, est toujours là. Jacques Guerlain va marquer terriblement à la fois la belle époque et les années folles. C'est en 1910, à la mort de son oncle Aimé, que Jacques Guerlain prend son envol. Le mouchoir de monsieur en 1904. En 1912, un instant magique inspirera l'heure bleue. Pour Mitsuko, en 1917, c'est une odeur de peau de femme. À la grande époque des dessous et des bas noirs révélés par le French Cancan, alors que les messieurs abandonnent le haut de forme au profit du chapeau melon, Jacques Guerlain invente une fragrance, peut-être la plus célèbre, un succès qui enjambe toutes les époques, un parfum patrimoine. J'ai eu un homme dans ma vie dont l'ex-femme de sa vie portait Chalimard. Et à chaque fois qu'on entrait dans une pièce ou un restaurant et qu'il sentait cette odeur, il était pétrifié. C'est-à-dire, on aurait dit que c'était comme un fantôme qui était là. On peut oublier des femmes, on peut passer complètement à autre chose, vivre des amours, aller, et puis que ça ne veuille plus rien dire pour nous. Mais alors un parfum, ça ne passe pas. C'est-à-dire que ça c'est resté et ça restera toujours. En 2011, Thierry Vasseur a imaginé une senteur inspirée de ce parfum mythique. Il en fait un jeu plus contemporain pour attirer la jeune clientèle. Pour cette réinterprétation, il dit s'être imposé une pression terrible, car l'exercice était périlleux et risqué. J'espère que le fantôme de Jacques ne reviendra pas me tirer les pieds ce soir quand je dormirai. Le fantôme de Jacques. Non, il sourit en ce moment. J'en suis sûre. Avec cette overdose de vanille, ce parfum qui est ourlé d'une vanille extrêmement délicate mais extrêmement sensorielle. Et Ernest Beau, qui est le grand créateur du numéro 5 de Chanel, avait senti Chalimard avec admiration. On est tout à fait contemporain du 5 de Chanel en 1925. Et il avait déclaré « J'aurais juste été capable, avec ce paquet de vanilline, de faire une crème anglaise. Lui en a fait un chef-d'œuvre en parlant de Jacques Guerlain. » C'est le témoignage, si vous voulez, que la parfumerie était une époque de confrères. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... certes, il y avait de la concurrence, mais c'était plus encore dans cet esprit de confrérie où les gens se respectaient, admiraient le travail de l'autre. Et je trouve que c'est un très, très bel hommage. Les confrères. Thierry Vasseur partage les doutes et les joies du métier avec eux. Des parfumeurs qui créent différemment, souvent en duo ou en trio pour plusieurs grandes marques de luxe, sans que leur nom soit cité. T'as mis la blanche ? Régulièrement, ils se retrouvent pour un moment, saveur, odeur. En 1993, Thierry s'installe à New York et c'est là qu'il rencontre Jacques Cavalier, créateur entre autres de Jean-Paul Gaultier classique, Opium ou Poème, et Alberto Morilla, parfumeur de l'eau de Cologne Mugler ou Armani Attitude. La création, c'est quelque chose de joyeux, quoi. Oui. Et à l'époque new-yorkaise, c'était très joyeux. Oui. C'était une très belle époque. Ouais, très belle. Les années 90, on a travaillé ensemble. On a fait effectivement ce Truth de Calvin Klein. Oui. Le numéro 1 mondial masculin qui s'appelle Acqua di Gioporum de Giorgio Armani, que nous avons fait ensemble. Ensuite, l'Odyssée pour homme, l'Odyssée Miyake, Bulgarie pour homme. Moi, je me souviens plus ce que j'ai fait. Oh, tu veux qu'on te rappelle le CV? Je pense dirais au Pleasures, CK1. Non, le Kenzo, c'est celui-là que je... Flower, ah oui, très belle création, magnifique. Alberto. Ah. Santé, salud. Salud. Facci salud, comme on dit en Corse. C'est pas des vrais parfumeurs parce qu'ils sentent pas de bien.
saloperie. Et, Ils sont très bons. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Et moi, je sens, je sens de la merde, moi. Tu sens le pâté? Ça peut cuire, hein. Cuire. On est très... Très jaloux de nos prérogatives, tu vois. Yalla. Habibi. Tu vois, c'est ça, c'est terrible, notre métier, c'est que... Ben ouais, je me suis dit, en venant ici, que j'allais m'inonder de vétiver pour brouiller les pistes, ou d'habits rouges. L'habit rouge, ça me rappelle un de mes professeurs, donc c'était émotionnel. Ah bah voilà. Oui. Vous voyez comme le parfum peut être négatif et positif. Et quand je veux me faire plaisir, quand je veux vraiment me faire plaisir, en dehors de porter mes parfums, bien entendu, bah oui, c'est vrai. Non, ça vous fait pas plaisir de porter vos parfums? Sentir une fragrance et trouver les bons accords avec les notes de tête, celles que l'on sent immédiatement, celles de cœur qui constituent le corps du parfum, et ces notes de fond qui persistent longtemps après la vaporisation, c'est le secret qu'entretiennent les parfumeurs autour de leur formule. Nous sommes en 2010. Jean-Paul Guerlain, le dernier des parfumeurs de la famille, a repris le chemin de la création, après 10 années de silence. C'est l'occasion d'un événement. Des codes sociaux d'une autre époque s'affichent dans la propriété des Yvelines, le fief de la famille, depuis plus d'un siècle. Vous pouvez monter avec nous, à la limite. Jean-Paul Guerlain est la 4e génération. C'est le petit-fils de Jacques Guerlain. Il entre en parfumerie à 16 ans alors qu'il est malvoyant. Il travaille dans l'entreprise familiale à partir de 1953 et réalisera une 50aine de créations. C'est dans cette maison-là que je suis né. Oui, vous m'avez raconté. Vous êtes né dans l'orangerie. 54 années séparent Vétiver la première création du parfumeur et ce dernier jus masculin qu'il présente aux journalistes. Au moment de l'événement, il est âgé de 73 ans. Et mon grand-père m'avait dit mon petit, souviens-toi d'une chose, j'avais 16 ans. On fait les parfums pour les femmes qu'on aime, avec lesquelles on vit ou qu'on admire. J'ai fait Naïma pour Catherine Deneuve. Malheureusement, je n'ai jamais eu le droit à ses faveurs, ce que je regrette bien. Ces artisans parfumeurs sont comme tous les créateurs, inspirés par ce qu'ils vivent ou par ceux qui les entourent. Plus de 400 réalisations de parfums pour Jacques Guerlain. Sa muse a été Lily, son épouse, mais des célébrités inattendues l'ont également inspiré. On pense notamment à Joséphine Baker, qui a été la Vénus noire de son époque. Et Jacques Guerlain a été très très impressionné justement par la beauté de Joséphine Baker, pour qui il va créer aussi un parfum uniquement pour elle. Thierry Vasseur, lui, a une autre mise en condition pour l'esprit de ses parfums. L'inspiration, je la trouve dehors. Ce sont des gens, ce sont des situations. L'idée, elle est là dès le départ. Le tout, c'est d'arriver à faire en sorte que votre idée se retrouve dans un flacon. C'est ce que disait Jacques Guerlain en disant qu'un parfum réussi est celui qui ressemble au rêve initial. Donc il y a l'idée, il y a le rêve, et une fois qu'on a réussi à le capturer pour le mettre dans un flacon, eh ben, ce sera, j'espère, réussi. Jean-Paul Guerlain, comme son grand-père, a été beaucoup inspiré par les femmes, mais aussi par la musique. J'ai été l'héritier de mon grand-père. Entre les deux, il n'y a eu personne. Il me demandait de lui faire sentir ce que je faisais, mais il ne m'a pas appris comme, par exemple, Thierry Vasseur a appris la parfumerie avec des gens qui lui ont vraiment enseigné la parfumerie. Jacques Guerlain ouvre en 1914 une boutique sur les Champs-Élysées, ici décorée par André Poutman. C'est aussi un hôtel particulier dans lequel loge toute la famille. L'hôtel particulier a été construit donc pour la famille, la boutique étant en bas et les Guerlain ayant leur appartement dans les étages au-dessus. Donc Jacques Guerlain d'ailleurs avait coutume de descendre dans la boutique
et s'installer sur une chaise là au bas de l'escalier pour voir un peu la réaction des clientes. Il faisait une sorte d'étude de clients, de réaction à ses produits. Je dirais qu'on a tout gardé dans cette boutique, puisque vous avez les marbres qui sont d'origine, donc ont été faits par des marbriers de Carrare, venus spécialement de cette ville italienne. Cet escalier avec la rampe en fer forgé a toujours été présent à cet endroit-là, sachant qu'à l'époque, il conduisait aux appartements. 1939, toujours en avance sur son temps, Jacques Guerlain crée le premier salon de beauté au monde, au premier étage de son hôtel particulier, 25 ans après l'ouverture de la boutique. L'Institut est inscrit au monument historique en 1991 et les cabines de soins classées sont conservées. Je me rappelle que ma mère nous y emmenait, quand il y avait vacances, elle nous emmenait là-bas aussi, à l'Institut de beauté. Elle y a même emmené mes enfants. Sylvie Guerlain n'a pas habité l'hôtel particulier, mais elle a des souvenirs, des archives sur l'entreprise familiale pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'usine de Bécon-les-Bruyères en 1943. Cette usine a subi 2 bombardements. Ils s'étaient toujours installés le long des voies ferrées pour le transport, pour expédier dans toute la France et à l'étranger, et pour recevoir les matières premières. Et là, c'est marqué Guerlain encore. Ça n'a pas sauté. J'ai vu toute la guerre, les troupes allemandes qui remontaient tous les jours les Champs-Élysées. Les Guerlain ont toujours joué un rôle très important dans le métier de la parfumerie, dans la profession, puisqu'ils ont été tour à tour présidents du syndicat de la parfumerie, qui avait pour but et objectif de défendre les intérêts des parfumeurs. Et au moment donc de l'occupation allemande, un des descendants Guerlain va donner le mot d'ordre à tous les parfumeurs de détruire toutes les archives qui pourraient aider l'occupant à s'emparer des secrets de la parfumerie française, qui est un fleuron de la France. J'ai vu la libération de Paris. Oui. J'ai vu tous les GI qui venaient acheter, qui faisaient la queue devant la boutique. Et voilà, j'avais 7 ans. Comme beaucoup de grandes maisons de luxe, on trouve très peu d'informations sur l'activité des Guerlain durant l'occupation allemande. On sait qu'il n'y a eu que des créations secondaires. À la Libération, la rareté des produits crée des files de soldats devant les parfumeries des Champs-Élysées et de la place Vendôme pour acheter les classiques d'avant-guerre, un flacon de l'heure bleue ou de jardin d'amour. Après-guerre, à Paris, c'est côté rive gauche que la vie s'émoustille pour s'épanouir au Deux Magots ou au Café de Flore avec la poésie de Paul Éluard ou l'existentialisme de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. La maison des parfumeurs, elle, franchit un nouveau cap. C'est en 1953 que Jacques Guerlain entrevoit les talents de son petit-fils Jean-Paul et le préférera à son fils Marcel, le père de Sylvie Guerlain. À la fin de mon grand-père, au début de Jean-Paul, c'était un peu une phase un petit peu difficile. Et donc, qui allait prendre le relais, c'était ça? Voilà. Et puis oui, Jean-Paul était encore très jeune, mon grand-père était très âgé. Donc là, il y a eu quelques parfums qui ont un petit peu posé des problèmes. Mon père n'était pas d'accord. Pendant 10 ans, Jacques Guerlain partage son savoir et les rudiments du métier avec son petit-fils. Une tradition familiale transmise depuis 3 générations. La mort de mon grand-père a été pour moi quelque chose d'extraordinairement triste. Il s'était cassé la gueule en descendant. Hélas, il a commencé à perdre un peu la tête. Et un jour, mon oncle me dit « Écoute, tu peux pas essayer de faire sentir quelque chose à ton grand-père? Peut-être que ça le calmerait. » Et donc, j'ai été chercher une mouillette et je lui ai apporté. Et dans sa chaise roulante, tout à coup, il avait encore de la force dans les bras. Il a pris mon bras, il a foutu par terre la mouillette en gueulant. Et mon oncle m'a dit, bah, écoute, va essayer de trouver autre chose. Et je suis retourné dans la salle de bain et je lui ai donné une mouillette qui a été mon premier parfum féminin. Il a pris la mouillette, il l'a sentie. Tout d'un coup,
tout son visage s'est éclairci. Il s'est mis à sourire. Il s'est calmé et il est mort 2 heures après. Voilà. Oui. C'est une histoire très triste, mais très belle. Il me fait presque toujours pleurer quand... Vous parlez de lui? Oui. Ça a été pour moi le plus important dans ma vie. Un homme exceptionnel. Un grand parfumeur qui œuvra jusqu'à son dernier souffle dans l'entreprise familiale qui règne sur la beauté française depuis l'aïeul fondateur de 1828. Le parfum poursuit son évolution. Dans les années 50, évidemment, on a quand même progressé depuis le 19e siècle, donc on continue de rentrer en parfumerie pour une femme, hein, quand on se marie. C'est tout à fait indécent pour une jeune fille de porter un parfum. L'âge moyen d'entrer en parfumerie, c'est 25 ans. Si elle ne veut pas coiffer la Sainte-Catherine. Parce que par le parfum, on manifeste son statut social. On est loin des origines du parfum venu d'Égypte. Il était la sueur des dieux, puis la science des embaumeurs qui assure le passage du mort dans une autre vie en le parfumant. Au fil du temps, la culture du parfum s'est étendue à la vie quotidienne. Chaque semaine, Thierry Vasseur se rend à l'usine d'Orphin, près de Chartres. Pas une seule création ne sort d'ici sans lui passer sous le nez. C'est le lieu de naissance à grande échelle de tous les jus maison. C'est dans ces canalisations que circulent les effluves des flacons que nous achetons. Chaque cuve contient soit une matière ou un jus en macération, prêt à être transvasé. C'est la quantité qu'on a fait pour l'instant. Comme ça, on est plein. 8 soupes. Donc 1500 litres. 1500 litres, ouais. Le parfumeur vérifie les quantités restant dans ses cuves. Et là, sur l'ambre, on est bon? Là, sur l'ambre, avec la dernière commande reçue, on doit avoir 3 mois de couverture. Environ. Avec Paulo Dinis, le préparateur de l'usine depuis 20 ans, Thierry concrétise au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans et parfois plus, les créations élaborées dans son laboratoire parisien. Tu vas en remonter combien là-haut? Beaucoup? Ouais, non, tu peux y aller. Hein. Ici, on pèse et on mélange en grande quantité les composants de chaque parfum. Tous les nés de la maison ont écrit scrupuleusement leurs formules dans un cahier. C'est leur trésor. Bon, les formules que nous produisons sont sur informatique. Mais, vous voyez là, je regardais Chamade de 69, écrit de la main de son auteur, et puis je préfère. À l'époque, je devais avoir 8 ans. ou même si je vais plus avant et que je vois le vétiver, je n'étais même pas né. Hein. Donc, c'est drôle. À tel point d'ailleurs que je me demandais si je voulais peut-être pas continuer et d'y mettre idylle ou des choses comme ça. Aujourd'hui, seul Thierry a accès au trésor de la famille. Les formules mythiques du fondateur, de son fils aimé et des 400 compositions de Jacques Guerlain. Il n'y avait qu'un membre de la famille qui puisse toucher ça, écrire dedans. Donc il y avait soit un parfumeur, soit son épouse. Le grimoire, il existe quel que soit le parfumeur. Thierry, lui, en 1828, il n'était pas là. Il a un style bien particulier, mais un style qu'il a dû forcément emprunter aussi au travers de ce grimoire, avec ce qu'il a dans la tête, avec ce qu'il a dans son cœur. Il y a peut-être une écriture qui aura changé au fil des générations de parfumeurs qui se sont succédés, mais malgré tout, il y a un savoir-faire et il y a une véritable signature par l'amour qu'on porte à nos matières premières. 32 matières dans un parfum, c'est une formule courte. Les fondamentaux de la maison restent l'iris, la bergamote, la vanille, le jasmin et la tonka. On les appelle la guerlinade. Un des secrets de fabrication plus que centenaire, jalousement gardé. Un paradis de senteurs avec aussi du poivre, de la cannelle, de la noix de muscade, de l'encens, mais aussi des notes animales et bien sûr des essences de fleurs. Un bon parfumeur doit être capable d'isoler une senteur parmi des centaines. On dit qu'il y a à peu près 3000 odeurs, en gros, qu'on se met dans la cervelle, mais on réduit cette palette qui existe à 500, 600 matières premières qu'on connaît sur le bout des doigts, qui sont des matières qu'on utilise tout le temps. Mais si vous rencontrez un parfum inconnu quelque part, vous devez être capable de le décrypter.
Donc vous devez toujours avoir au fond de la tête, quelque part, ces 3000 odeurs qui restent là, en suspension dans le cervelet, là, et qui, dès que vous la sentez, paf, ressurgit de la mémoire, même 30 ans après. L'égérie Natalia Vodianova est d'origine russe, d'une famille très modeste. Elle est aujourd'hui l'un des plus grands noms de la mode. On n'avait pas beaucoup de parfums. Et je me souviens quand je voyais toutes ces publicités en 1990, quand on s'est ouvert au monde occidental et que tous ces parfums sont arrivés en Russie, je me souviens, pour moi c'était inaccessible, car les parfums représentent pour moi le luxe absolu. L'image de Natalia n'est pas seulement réservée aux effluves du créateur, puisqu'elle représente l'ensemble des produits cosmétiques et maquillage de la maison. Mais le parfumeur est complètement sous son charme slave. J'étais très très heureux de pouvoir respirer le même air que Natalia pendant 15 minutes, mais c'est vrai. Maintenant, ça fait plusieurs heures. Je suis intoxiqué, je suis drogué. Pour Pierre-François Pascal, Aimé ou Jacques Guerlain, il n'y avait pas d'égérie star. L'image d'un parfum était représentée par des dessins de femmes anonymes. Sophie Marceau inaugure une période où les stars s'associent à un parfum. Là, c'est la comédienne Michelle Yeo, ambassadrice pour l'Asie. Il n'y avait pas beaucoup de parfums en Asie. Nous sommes plus attirés par les soins pour la peau. Vous savez, nous sommes très attentifs à l'apparence. On devrait se tourner davantage vers les autres sens, comme l'odorat. Toutes les femmes du monde entier veulent le parfum français, comme cette espèce de quintessence du luxe, de l'élégance, du bon goût. Je pense que c'est une belle famille, très innovante, créative et ingénieuse. Je pense qu'ils ont toujours eu beaucoup d'inspiration pour créer des fragrances qui touchent tout le monde. C'est très magique, mystique. Ce cinquième sens, l'odorat, est important. Comme beaucoup de grandes marques telles que Gucci ou Saint-Laurent, rachetées par le groupe Pinault, en 1994, Guerlain aurait été absorbé par le groupe LVMH pour 3 milliards de francs. La maison presque bicentenaire succombe ainsi à un mouvement économique en vogue dans le monde du luxe, des marques historiques familiales rachetées par de grands groupes internationaux. Selon certains, la maison aurait perdu son âme. Selon d'autres, cela lui permettrait au contraire de se développer. Les parfumeurs sont très attachés à la tradition et à la transmission de la tradition. Ça, c'est très important. Dans un monde aujourd'hui qui nie un peu ce genre de choses, nous sommes des artistes avec des méthodes d'artisans. Et ces méthodes-là... Nous sommes des artisans avant d'être des artistes. Non, mais nous sommes des artistes avec des méthodes d'artisans. Oui, une bonne définition. Et voilà la star. Bonjour Jean-Paul. Retour en 2010. Jean-Paul Guerlain a le statut de consultant au sein de la maison qui porte son nom. Après son dernier parfum, il présente un livre dédié à ses créations de parfums féminins, ce soir dans la boutique de son grand-père Jacques. Cette émission, c'est pour... C'est France Info. C'est la radio d'information et ça passera dans le journal de midi. La semaine prochaine, au moment de la sortie du livre. À la radio. À la radio, oui. France Info. Vous savez, la radio d'information. Oui. Jean-Paul Guerlain répond aux journalistes présents pour l'occasion. Après la radio, c'est au tour de la presse écrite. Bon, allez, on y va, mon vieux, parce que vous n'êtes pas tout seul et... Je crains que vous ne soyez là jusqu'à minuit. Parce qu'il y a une file jusqu'au bas des Champs-Élysées pour vous. Vous pouvez mettre pour la plus belle ville des grands-mères. Non, je crois pas. C'est qui suivez Gérard Holtz, qui est journaliste télévision sur sport. Au sport. Sur France 2. Sur France 2. Vous suivez le sport, le Grand Prix, tout ça. Eh oui. Bon, où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est là?
va, je vous téléphone demain, je n'en peux plus. Je vois ça. Je vois. Courage. Oui. C'est bien. De toute façon, j'ai entendu qu'ils allaient presque terminer, là, ça y est. Ah bah il faut, parce que j'en peux plus. Allez. Allez, c'est une belle soirée. Merci. J'en ai marre. Alors, je m'appelle Brigitte. Je ne sais pas si vous connaissez la route de la soie. Oui, oui. Ah, c'est magnifique. Et j'ai eu les mêmes sensations. C'est gentil. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je suis passionnée, je vais le lire ce soir. Si la maison a organisé cette soirée événement autour du dernier des parfumeurs du nom et de son successeur, c'est que les parfums rapportent 40% du total des ventes de la société. Comme le bon Dieu, hein. Difficile d'accès. C'est dommage que je ne puisse pas imiter votre signature parce que j'aurais pris le relais, mais... Ah oui, ben mon Dieu, j'en peux plus. Il y a encore un petit peu de monde là. Ah ouais, mais je signe plus. Je peux plus. Alors on a... Thierry Vasseur est également chargé de l'achat des matières premières. Il s'efforce de garder les traditions familiales. Il se souvient de sa première rencontre avec l'héritier. J'ai demandé à un ami de Jean-Paul, que je connaissais plutôt bien, je lui ai dit, s'il te plaît, arrange-moi un dîner avec M. Guerlain. Et on s'est retrouvés ici, dans la salle d'à côté, tous les trois. Et en fait, ce parfumeur qui est à Grasse était là, Jean-Paul ici, une chaise pour le chien et moi. Et pendant 20 minutes, il m'a regardé, je n'existais pas. Et ce pauvre ami commun qu'on avait, il était là en train de ramer, de ramer, de ramer. Et tout d'un coup, on parlait de vieux amis de M. Guerlain, qui était le directeur de l'école de parfumerie de Givaudan, que je connaissais bien. Et il s'est dit, bon, s'il a toujours des rapports avec les vieux, il ne doit pas être méchant, celui-là. Et c'est là où il s'est passé un déclic. Et la relation avec M. Guerlain s'est établie ici. C'est un peu grâce à lui qu'il met le pied à l'étrier de la maison en 2008. Jean-Paul Guerlain et Thierry Vasseur travaillent alors ensemble. Là, c'est autour d'une communelle qu'ils se retrouvent, un assemblage des différentes qualités d'essence de rose qu'ils sélectionnent pour conserver l'essence originelle et les notes olfactives qui signent les parfums maison. Il y en a 10 kilos. Eh bien, on persévère dans l'erreur. Cette étape de la fabrication se fait après la récolte des fleurs choisies. Par exemple, à Grasse, le paradis des parfumeurs, un grand nez se doit d'y être passé. Le 15 octobre 2010, Jean-Paul Guerlain est interviewé pour la promotion de son livre « Parfum d'amour ». Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... Sa réflexion crée un véritable tsunami. Le parfumeur dira regretter ses propos imbéciles, mais il brise ainsi une image construite par plusieurs générations. Ce dérapage verbal aux effluves racistes d'un homme d'un autre temps, d'une pensée conditionnée, affiche publiquement un préjugé raciste habitué à rester dans le secret des repas de famille ou dans des cercles privés. Jean-Paul Guerlain a blessé toute une population. Les associations antiracistes réagissent. L'entreprise est ébranlée. Le groupe LVMH se dissocie définitivement de l'héritier qui sera condamné par la justice. En partance pour la Bulgarie, accompagné de la directrice du patrimoine des parfums, aujourd'hui c'est Thierry Vasseur qui poursuit le rituel du voyage. Il parcourt le monde pour découvrir les meilleures matières, les meilleures essences. La maison est marquée aussi par le voyage, puisque le fondateur a exercé le métier de placier en parfumerie et dans l'Europe entière. Il a parcouru des kilomètres à pied pour justement vendre tous ces parfums. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les catalogues la mention que les préparations sont faites selon les climats. Il y a un petit passage secret. Ah, passage secret. Le jasmin en Inde, le santal au Sri Lanka, la fleur d'oranger en Tunisie, l'ilang-ilang à Mayotte ou la rose en Bulgarie. La rose de Damas est une rose à parfum en fait. Ça peut pas être une rose de jardin.
Elles sont sympathiques, mais ce n'est pas des roses décoratives. Des roses sauvages dont l'essence compose l'invisible. Je pense que ce sera une bonne année. Appelée aussi rose absolue, la rose de Damas a été rapportée de croisade vers 1254 de Perse en Europe. Après la cueillette, les pétales sont mélangés et chauffés avant d'être distillés. On pénètre la chambre des secrets. Ici, on va assister au soutirage de l'essence de rose. Comme un cérémonial, ces hommes s'appliquent à manier les récipients de l'essence brute. Ils transvasent avec soin l'huile de rose qui a été extraite de l'eau. Thierry vérifie la puissance olfactive de la rose de l'année. Aucune goutte du précieux liquide n'est perdue. La moindre est récupérée sur du coton. L'essence validée par Thierry Vasseur est transvasée dans une gourde en métal pour être scellée. Une opération répétée 3 fois afin d'en protéger l'authenticité sous le regard du parfumeur. Hormis quelques exceptions comme ici, les étiquettes des flacons de parfum ne livrent pas les noms des composants utilisés. Mais ces parfumeurs ont toujours privilégié les matières premières naturelles à pas moins de 80% et certaines sont aujourd'hui interdites. On arrive à trouver que l'essence de rose peut poser des problèmes de santé, que l'essence d'ylang-ylang aussi, que le jasmin peut provoquer des problèmes aussi. Ça. Comme des allergies Des allergies, ou alors le gros mot, c'est d'être carcinogène. Autrement dit, pouvant provoquer le cancer. Certaines matières animales, comme le musc, qui provient du chevreuil, ou la civette, extraite des glandes anales d'un petit animal originaire de la Chine, sont interdites aujourd'hui en parfumerie. Les parfumeurs utilisent alors des reproductions chimiques fabriquées par des laboratoires, ceux-là même qui mènent les études sur la dangerosité des essences et la toxicologie des parfums. Sont-ils vraiment impartiaux? J'ai des parfums historiques qui ne peuvent pas se permettre d'être hors la loi, qu'il faut retoucher. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable pour l'intégrité de la culture française du parfum. Aujourd'hui, la fonction d'un parfum est associée au plaisir sensuel pour le contenu et à la séduction pour le contenant. En moyenne, 5 créations sortent de la maison chaque année pour s'offrir au public à partir de 70 € jusqu'à 40 000 € pour un parfum sur mesure. L'esprit de la maison, encore une fois, c'est évidemment ce qu'on appelle le jus, hein, qui est le fruit de ces créateurs qui sont célèbres dans la maison, mais c'est aussi l'esprit de la mise en scène. On peut déjà parler de Pierre-François Pascal quand même avec le colonne impériale, dont le flacon va représenter le dôme de la colonne Vendôme. On peut évoquer aussi Gabriel, qui a souhaité donc la tortue des Champs-Élysées. Gabriel toujours avec Aimé qui vont commander à Baccarat en 1908 un flacon qui est inspiré pour le socle d'une fiole de chimie de Pierre-François Pascal Guerlain. Et puis enfin Raymond qui lui va dessiner véritablement le flacon de Chalimard. Donc les Guerlain sont des parfumeurs, des gestionnaires et aussi des designers, puisqu'ils vont jusqu'au bout, finalement, de l'idée de leur parfum. Un beau flacon, une odeur, un souvenir. That's so French, it's so chic. J'ai pas mal joué avec des grands guitaristes d'origine manouche qui mettaient beaucoup de parfums aussi, qui sentaient très très bon. Plus ils étaient masculins, finalement, plus ils se parfumaient, parce qu'il y a un côté... c'est pour les filles, le parfum, genre... Mais finalement, les gens les plus... viril ou masculin ou macho que j'ai pu rencontrer mettent du beau parfum sur eux. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le parfum de Serge Gainsbourg,
Il avait un parfum vraiment subtil. Et je me rappelle parce qu'à l'époque, en plus, il y avait des gens qui disaient « Ah, mais Serge Gainsbourg, il fait sale, il fait... » Alors que c'était la personne la plus raffinée, qui sentait tellement bon. Le souvenir d'une personne aimée dure le temps d'une vie. Les senteurs traversent les âges. Y a-t-il une mode des odeurs? Les parfums, souvent, ont été des instantanés d'une certaine période. Vous voyez, dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de patchouli pour des raisons de peace and love qu'on connaît et qui a abouti ensuite dans les années fin 70-80 à une émancipation de la femme au niveau du travail. Et les femmes étaient déguisées en hommes, les tailleurs, la mallette, et puis on voulait dire « je suis là, regarde-moi, fais gaffe à toi ». Et bien c'était les années où vous aviez des parfums extrêmement puissants comme Giorgio ou comme Poison, etc. Ensuite, les choses se sont un petit peu assombries au niveau de ce qui se passait dans les sociétés, à savoir fin des années 80-90, il y a eu le sida, qui était quand même un événement majeur pour beaucoup. Et là, vous n'avez plus le côté sexy, mais vous avez des parfums clean. Bien sûr qu'il y a des périodes, mais on ne fait pas de la mode, on fait des parfums. Thierry Vasseur est la 5e génération qui n'appartient pas à la dynastie de ces légendaires parfumeurs depuis 1828. L'entreprise n'est plus dans la famille, l'héritage est rompu, mais le groupe de luxe LVMH tente de maintenir l'équilibre fragile entre tradition et modernité. Respecter l'esprit de ces inventeurs pionniers de l'industrie du luxe, c'est le défi de Thierry Vasseur et de celui qui lui succédera. Les Guerlain ont ainsi créé et perpétué un savoir-faire, une tradition du luxe à la française.